Voilà, nous allons donc reprendre les communications. Les différences entre l'album illustré et le Kamishibai devaient être évoquées cet après-midi par Reiko Matsui, qui n'a malheureusement pas pu être des nôtres et qui est restée auprès de sa maman, Noriko Matsui. Donc vous avez vu ce matin un des Kamishibai, et vous en verrez d'autres, le gros, plus gros, encore plus gros, qui est souffrante. Voilà, donc c'est Etsuko Nosaka qui va nous faire partager cette expérience. Donc, bonjour tout le monde, d'accord. Je remplace Echo, mais nous travaillons ensemble depuis 10 ans, donc c'est vraiment l'esprit d'Igaja que je vais transmettre. Donc maintenant je parle sur le différence. Je vais donc parler en japonais. Je vais vous parler des différences entre les albums illustrés et les Kamishibai. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être entourée de personnes qui, comme moi, souhaitent un avenir radieux pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Nous allons ensemble réfléchir à ce qu'est le Kamishibai et je pense qu'il est intéressant de voir concrètement quelles sont les différences entre l'album et le Kamishibai. L'album, le Kamishibai sont l'un comme l'autre des attraits de la culture pour les enfants très importants et des aspects très importants pour que les enfants grandissent de la meilleure manière et puissent connaître une bonne croissance. Je suis sûre que vous tous ici présents, vous adorez tous les albums comme les Kamishibai. Et ces deux aspects de la culture, eh bien, ont chacun des caractéristiques qui leur sont propres. Je voudrais donc, en comparant ces deux aspects, voir quelles sont leurs caractéristiques, voir les différences entre les albums et les Kamishibai et réfléchir un petit peu plus en profondeur à cette question. Ce matin, Madame Sakai nous a parlé de la forme du Kamishibai, de caractéristiques, la forme du Kamishibai. Mais je voudrais revenir sur ce sujet et réfléchir sur ce sujet avec vous maintenant. L'album a ses particularités, a une forme et une caractéristique qui vient de cette forme. Mais le Kamishibai aussi a sa propre forme et des caractéristiques qui lui sont propres. Commençons d'abord par voir la forme du livre. Le livre, l'album, est avant tout différent car il est relié. Ici sur le côté, il est relié. Avant, on utilisait des rouleaux pour les écrits. On lisait des rouleaux. Et cette forme reliée, donc, a été une invention incroyable. Les rouleaux, que l'on ouvre comme ça, ont été présents au Japon, mais ailleurs dans le monde, les papyrus notamment, il y a une grande culture des écrits en rouleau. Et comme ce livre illustré est relié, eh bien, on va tourner les pages. Et c'est ainsi que l'histoire se déroule. Ainsi, on tourne la page. Enfin, avec l'album, il y a des phrases qui sont écrites, donc le lecteur va faire face à son livre pour le lire. C'est une particularité de l'album illustré. Quelles sont alors les caractéristiques qui naissent de cette forme pratique? Voyons-le concrètement grâce à un album. Je vais vous lire maintenant un album. Ça va?
C'est un livre qui est très connu, qui s'appelle La Petite Maison de Virginia Lee Burton. Vous le connaissez? Je n'ai pas le temps de lire la totalité du livre, donc je vais juste lire les premières pages. J'enlève la couverture. La petite maison, Virginia Lee Burton. Il y a très longtemps, à la campagne, dans un endroit très calme, il y avait une petite maison. C'était une petite maison très jolie. Elle était résistante, construite de manière solide. Il y avait quelqu'un qui avait construit cette maison. Et même si on lui proposait beaucoup d'argent, il ne voulait pas la vendre. Pour que les petits-enfants et les arrière-petits-enfants et les arrière-arrière-petits-enfants puissent continuer à vivre dans cette jolie maison. Pendant longtemps, la petite maison pouvait regarder le paysage autour de sa colline. Elle vivait une vie très heureuse. Le matin, le soleil se levait. Le soir, le soleil se couchait. Et puis, un autre jour venait. Mais hier, aujourd'hui, chaque jour était différent. Mais la petite maison, elle restait la même. Le soir, la petite maison regardait la lune. La lune devenait de plus en plus ronde, puis devenait de plus en plus fine. Certains soirs, la lune n'apparaissait pas, et donc la petite maison regardait juste les étoiles. Elle regardait loin dans le ciel, et elle voyait au loin les lumières de la ville. Qu'est-ce que c'est que la ville? Si j'habitais à la ville, comment est-ce que je serais? Se demandait la petite maison en regardant les lumières. La petite maison regardait autour d'elle et voyait d'autres maisons apparaître. Elle voyait le paysage changer autour d'elle. Au printemps, les jours rallongent, il fait plus chaud. Et les oiseaux elle espérait que les oiseaux reviennent vite du sud. Les herbes des champs verdissent, les arbres bourgeonnent et les fleurs de pommier fleurissent. Près de la rivière, les enfants s'amusent. Je suis désolée de m'arrêter à au moment où l'histoire devenait intéressante, mais je crois que je voudrais que vous réfléchissiez à votre sentiment lorsque vous lisez un album illustré. L'univers de cette œuvre est-ce qu'il vient vers vous? Ou, à l'inverse, est-ce que l'univers de ce monde vous attire? Et est-ce que vous vous sentez entrer dans ce livre? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est la même chose pour moi. J'ai vraiment l'impression que je rentre dans l'histoire, que je rentre dans l'univers de ce livre. Vous aussi, je pense. Voyons maintenant les caractéristiques du livre qui sont issues de sa forme. Tout d'abord,
il y a des phrases. Donc le lecteur doit être face à son livre. Si je vous regarde, je ne peux pas lire. Je dois donc toujours regarder le livre. Et puis, le lecteur doit être près du livre et tourner les pages. Ainsi, le lecteur va entrer dans l'histoire en même temps qu'il tourne les pages. Il est absorbé par le livre quand il tourne les pages. Page après page, on va tourner ces pages et on rentre dans le livre. On rentre dans l'univers du livre. Et ceci vient de la forme même de l'album. Et puis, étant donné que l'album est relié, on tourne, on est obligé de tourner les pages, le temps, l'instant auquel on tourne la page joue un rôle très important pour le lecteur. C'est un temps qui est propre au lecteur, c'est un instant qui appartient au lecteur. S'il pense qu'il a plus envie de regarder cette image, il va rester plus longtemps, regarder l'image. Et tout cela, c'est le lecteur qui le décide lui-même. Et en tournant la page, cet instant fait prendre conscience du moi. En regardant ce dessin, je me dis, je vais passer à la page suivante. Et à ce moment-là, je prends conscience de mon moi, de la décision que je prends. Je ressens très fortement mon individualité. Et donc cette existence du moi rend l'expérience possible. Qu'est-ce qui me plaît dans ce livre? Ah, j'ai fini de lire cette page, j'ai envie de lire la page suivante. C'est vraiment ma propre sensibilité qui est vraiment mise en avant lors de la lecture du livre et qui permet une lecture agréable. Cette prise de conscience du moi qui permet de rentrer dans l'univers du livre est très importante. Et on peut l'exacerber. Et voilà, ça c'est une caractéristique du livre, de l'album illustré. Il y a beaucoup bien sûr d'albums. Il y a celui-ci en France, celui-ci il est américain je crois, il y a beaucoup d'albums en France. Par exemple Marie, quel album est-ce que vous aimez? Par exemple, Le Petit Prince. Le Petit Prince est très populaire au Japon. Les livres, les albums français sont vraiment magnifiques, ils ont beaucoup de succès. Donc, ces livres sont faits de manière à mettre en avant les caractéristiques du livre. La couverture, la deuxième couverture, la première page. Petit à petit, le lecteur va rentrer dans le livre, il va rentrer dans la profondeur du livre. Il ouvre une porte, il entre au fur et à mesure dans l'histoire, dans le dessin, mais dans l'univers tout entier. Une autre caractéristique est que, certes, on peut lire le livre seul et ressentir tout cela seul, mais l'enfant peut se faire lire le livre par un enfant. Et d'une manière générale, les sentiments sont les mêmes. L'enfant suit le mouvement des pages et il va rentrer dans l'univers du livre en même temps que la personne qui va tourner les pages pour lui. Il va vraiment rentrer dans l'histoire. Et le lecteur
comme l'enfant, vont, pendant le temps de tournement de la page, ressentir leur moi, leur existence, et vont faire de cette histoire leur histoire. Ah, c'est une belle histoire. Ils vont ressentir de la joie. Et donc, cette sensibilité du moi va être renforcée. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans un album qui est propre à chacun d'entre nous. Et ceci va nous rendre joyeux. Au XIXe siècle, les albums qui ont été publiés en Europe au XIXe siècle ont été publiés à travers le monde dès le XXe siècle et on a vraiment connu un âge d'or qui va permettre l'évolution de cette sensibilité du moi pour les enfants. Bien sûr, en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Asie, il y a beaucoup d'albums pour enfants. Je pense que vous tous ici présents, vous êtes des aînés pour nous en matière de livres pour enfants. Nous, au Japon, nous voulons apprendre beaucoup des livres, des albums européens, des albums américains. Et nous voulons faire beaucoup de beaux livres pour réjouir les enfants. En Occident, on peut se demander pourquoi le livre d'enfant, l'album illustré, est apparu. Eh bien, je pense que c'est parce que cette sensibilité du moi est très importante, qu'il faut la créer, l'élever. Et je crois que c'est beaucoup plus fort en Europe et aux États-Unis qu'au Japon. Il y a une histoire de l'individualisme en Occident et donc le livre, l'album illustré est peut-être, si ça se trouve, plus développé dans cette région du monde. Lorsque l'on se demande ce que l'on veut transmettre aux enfants, eh bien on va utiliser le livre d'enfant. En revanche, le Kamishibai, lui, il est né au Japon. Madame Sakabe-san nous a expliqué ce matin, nous a parlé de l'histoire du Kamishibai. Nous avons appris beaucoup de choses aujourd'hui ensemble. Et on peut se demander pourquoi le Kamishibai est né au Japon. Eh bien, au Japon, il y a la culture du kyokan, du partage des sentiments. Il y a une histoire. Par exemple, plutôt que de parler très fort, eh bien, il vaut mieux rester calme, en silence et ressentir ce que l'autre personne va dire. C'est une sensibilité toute particulière au Japon. Et je pense que c'est peut-être une des raisons qui a poussé à la création du Kamishibai en Europe, au Japon. Voyons maintenant la différence avec le Kamishibai. Je vais revenir sur ce qui a été dit ce matin, mais nous allons comparer les deux pour vraiment mettre au clair les différences entre l'album et le Kamishibai. Je pense que c'est important de revoir tout ça. Vous allez peut-être vous dire « Oh, j'ai déjà entendu ça », mais je vous prie de m'accorder toute votre attention, s'il vous plaît. Je vais aller devant. Est-ce que vous me voyez tous? Ça va? Alors, le Kamishibai a une forme très différente de l'album. Vous le savez, vous êtes tous des spécialistes de vos pays respectifs du Kamishibai. Vous le savez, mais on va quand même encore une fois revenir sur ce sujet. Chaque planche est séparée. Chaque planche est donc séparée. Et donc, on retire et on glisse les planches pour faire avancer l'histoire. À l'avant, vous avez un dessin, à l'arrière, des phrases. Et donc, le lecteur est indispensable. On ne peut pas donner un Kamishibai à quelqu'un et lui dire « Bon, bah vas-y, lis-le tout seul ». Il faut un lecteur. C'est indispensable. Et ce lecteur doit être face à son audience pour transmettre le Kamishibai. Tout à l'heure, avec l'album illustré, j'étais tournée par rapport à vous de profil, mais avec le Kamishibai, comme il y a derrière chaque planche le texte, Mme Sakai nous l'a expliqué tout à l'heure, on lit face au public et on utilise un butai à 3 volets.
Grâce à cela, grâce à cet outil, le Kamishibai s'est développé à travers le monde. Jusqu'à présent, je pense que le Kamishibai a une forme qui n'existait pas auparavant dans le monde. Mais alors, quelles sont les caractéristiques propres au Kamishibai que l'on obtient grâce à cette forme? Je vais vous le dire tout de suite, mais avant, je vais demander à Madame Tanaka de vous présenter un Kamishibai. 皆さんこんにちは。 Bonjour mesdames et messieurs. 演じる紙芝居は参加型という作品です。午前中に野坂さんが大きく大きく大きくなれを演じました。大きく大きく大きくなれはGros, gros, encore plus gros, tout à l'heure a été raconté, vous avez tous participé. Mais maintenant, je voudrais vous présenter un Kamishibai dans lequel vous allez devoir bouger. Quand je vais vous dire « sortez vos mains, montrez vos mains », et ensuite nous allons tous taper des mains ensemble. Et si l'on ne fait pas ça, eh bien, on n'avancera pas. Donc on va se faire un entraînement. Tous, montrez vos mains. Allez-y. Minna descend. Et on tape dans les mains. Voilà, c'est parfait. Commençons le Kamishibai. Écrit et illustré par Noriko Matsui. Tous ensemble et par vous voyez ici cette chose ronde et blanche. Alors, tous ensemble, vous allez taper dans vos mains. Et quelque chose va sortir. Eh bien, essayez. Ensemble. Et voilà un petit homme. Cette fois-ci, que va-t-il apparaître? Un carré. Tapons encore dans nos mains. Que va-t-il sortir? Allons-y. Ensemble. C'est un robot. Et cette fois-ci, qu'est-ce qui va apparaître? Cette fois-ci, c'est un triangle. Préparez-vous. Que va-t-il en sortir? Allons-y. Ensemble. C'est un fantôme. Le fantôme pleure. Je suis tout seul. Je n'ai pas d'amis. Bon, alors, on va tous taper dans nos mains. Et des amis vont sûrement apparaître. Vous êtes prêts? Une grande claque nette et très très forte. Bravo, on a réussi. Le petit
Phantom dit salut. ロボットが僕たち友達だよ。 Le robot dit soyons copains. お化けが遊ぼう遊ぼう嬉しいな。 Le fantôme dit j'espère, on veut bien s'amuser. みんな仲良し。よかったね。 Ah, qu'est-ce qu'on est bien entre copains. おしまい。 Merci. Merci beaucoup à vous deux. Vous avez tous vraiment joué le jeu. Vous avez attendu qu'il faille taper et paf, tout le monde a tapé des mains en même temps. Ainsi, le petit fantôme a trouvé des amis. C'est grâce au claquement de mains que les personnages sont arrivés. Et en regardant à côté, j'ai vu que tout le monde vraiment a fait quelque chose ensemble et s'est réjoui ensemble. Comment est-ce que vous vous êtes senti en regardant le Kamishibai? Par exemple, quand on a dit tous ensemble et paf, à cet instant, l'univers du Kamishibai est venu vers vous. Est-ce que vous avez ressenti cela? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez eu l'impression d'être aspiré par l'univers du Kamishibai? Comme tout à l'heure avec l'album illustré, est-ce que vous avez eu l'impression d'entrer dans l'histoire? Alors, lequel des deux? Je pense qu'on peut dire que pour tout le monde, l'univers du Kamishibai est sorti de son cadre et est venu vers vous. Je pense que tout le monde a ressenti la même chose. Quand on lit un album, comme j'ai fait tout à l'heure, tout le monde est très calme autour. Et on a l'impression que tout le monde disparaît autour de soi, que l'on reste seul et on rentre dans le monde du livre, on apprécie le livre. Mais à l'inverse, avec le Kamishibai, je pense que c'était différent. Quand on a claqué des mains, le lecteur, mais les spectateurs, tout le monde a participé et il y a vraiment eu une communication qui s'est établie. Lorsque le petit homme est apparu, je pense que chacun a ressenti de la joie quand le petit fantôme a trouvé des amis aussi. Ce que nous avons ressenti là, c'est vraiment que l'univers du Kamishibai est sorti vers vous et qu'une communication s'est établie entre le lecteur et son spectateur et que tout le monde ensemble a partagé des sensations, des sentiments. Et là, c'est vraiment une particularité qui est propre au Kamishibai. Je pense que vous l'avez tous ressenti ici aujourd'hui. Mais ceci vient de la forme même du Kamishibai. Comme l'a dit Madame Sakai tout à l'heure, c'est grâce au fait de retirer les planches que que l'univers du Kamishibai rentre dans le monde réel et que l'on peut se concentrer sur l'histoire. À partir de là, la communication va naître par le face-à-face entre le lecteur et le spectateur, grâce au butai. Et tout ceci, en fait, se crée à partir de la structure, planche par planche, de l'histoire. Et le spectateur, contrairement à l'album, n'est pas dans sa sensibilité individuelle, mais à l'inverse, il partage des sentiments avec les gens qui l'entourent. Et ce sentiment de bonheur, de se dire « Ah, je partage quelque chose avec tout le monde autour de moi », eh bien, ceci est
très important, il faut que ça se fixe dans le cœur de l'enfant. Et c'est une caractéristique propre au Kamishibai qu'il faut vraiment chérir. Il faut lui donner toute son importance. Je pense qu'on l'oublie de plus en plus. Et donc pour les enfants, aujourd'hui, il faut vraiment chérir ce sentiment. Il faut le nourrir et le faire grandir. Et le Kamishibai n'est pas un simple album d'images que l'on a découpé. Il y a beaucoup de gens qui le croient. Demain, Karine des Pays-Bas va nous parler de ça, je pense. C'est vrai qu'à travers le monde, beaucoup de gens dans le monde pensent qu'un Kamishibai n'est qu'un livre dont on a coupé les pages. Mais quand on pense au Kamishibai, eh bien, il y a vraiment des particularités qui lui sont propres et qui ont été exploitées au maximum pour créer le Kamishibai. Un instant, s'il vous plaît. Dès la première planche, il y a des choses très importantes. Par exemple, pour le roi canard, dès la première page, ça commence. Il n'y a pas de couverture comme pour un album. Dès la première page, l'univers va commencer à sortir de son cadre. On dessine de manière très forte les personnages qu'on veut mettre en avant dans le Kamishibai. Et les spectateurs, moi aussi, nous sommes dans le monde réel et nous sommes complètement immergés dans le Kamishibai. Et c'est pour cela que la plupart du texte, en fait, sont des dialogues. L'histoire doit être simple. Le texte doit être vraiment réduit au nécessaire. C'est vrai que dans un album, il y a l'individualité qui joue un rôle. Mais là, on ne peut pas voir des petits détails. Il y a des choses, bien sûr, qui vont réjouir plus une personne qu'une autre, mais l'écriture, le dessin même du Kamishibai est très différent de celui de l'album. Peut-être que si on voulait vraiment évoquer ce sujet, il nous faudrait une réunion d'une semaine. Donc là, on va vraiment tirer l'essence même de cette notion. Je veux juste que vous gardiez à l'esprit cette différence entre le Kamishibai et entre l'album, parce qu'il y en a beaucoup. L'album développe la sensibilité individuelle et le Kamishibai, le Kyokan, le partage des sentiments. C'est donc comme les deux roues d'un chariot, on ne peut pas avoir qu'une seule roue. Il faut travailler main dans la main. Il faut bien sûr s'occuper de soi-même, mais il faut aussi partager. Ces deux choses sont importantes. Et c'est grâce à ces deux sensibilités que l'on peut vivre d'une manière réussie. Au XXe siècle, le Kamishibai est l'une de ces deux roues. Il est nécessaire au développement de cette sensibilité du partage. Pour les enfants, pour l'avenir, eh bien, il faut continuer à proposer des Kamishibai en même temps que des albums illustrés. Et puis, je voudrais encore une fois que vous fassiez attention au contenu du Kamishibai. Qu'est-ce qui va sortir du Kamishibai? Tout à l'heure, on a entendu parler des Kamishibai de l'époque de la guerre. C'était vraiment des choses très sérieuses, effrayantes. Qu'est-ce qu'il y a dans le Kamishibai? Il faut vraiment faire attention à ce contenu. Il ne faut pas que ce soit des choses qui effacent l'individualité de chacun, les particularités de chaque être humain. Dans Gros, encore plus gros, on enseigne la joie de grandir. Pour Yamamba, ou Comment gober une sorcière, on parle du courage et de la connaissance.
Et dans Le Roi Canard, on montre qu'il ne faut pas fléchir face aux plus puissants. Avec tous ensemble et paf, c'est quelque chose de plus basique, mais on montre que en travaillant tous ensemble, on fait naître quelque chose d'exceptionnel. Et c'est vraiment un moment agréable à passer ensemble. Grâce au Kamishibai, on peut enseigner la joie de vivre, la joie de partager. Pour finir, je voudrais vous dire que la joie de vivre qui est enseignée par le Kamishibai est aussi un chemin vers la paix. Il ne faut plus de guerre, d'invasion. Pour l'avenir de nos enfants, pour que cet avenir soit brillant, eh bien, il faut que le Kamishibai soit là. Et j'espère pouvoir le faire grâce à vous tous. Merci beaucoup. Nous avons pu ce matin assister à 3 communications sur la théorie du Kamishibai, l'histoire du Kamishibai, le rapport album versus Kamishibai. Je pense que vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Nous allons consacrer quelques instants à vos questions. Ce serait bien qu'avant de poser une question, vous vous présentiez, voilà, pour qu'on fasse plus ample connaissance avec vous. Oui, alors je m'appelle Olivier Helm, je travaille aux éditions Mirabel. Et j'avais une première question à poser à Madame Sakai, particulièrement. Alors attendez, ce serait peut-être bien que les 3 intervenants de ce matin viennent ici nous rejoindre. Madame Sakai. Madame Sakai, mais pas particulièrement elle, puisque les autres intervenants n'ont pas donné d'autres précisions aussi sur cette thématique. Par exemple, l'âge des enfants n'a jamais été évoqué, ni les styles graphiques pour quel type d'enfant. Donc je voulais savoir si c'était volontaire ou au contraire, si vous avez oublié. Non, je n'ai pas oublié ces éléments d'information. Grosso modo, pour les bébés, si on montre Kamishibai à des tout petits de moins d'1 an et demi, et quand on le montre à des plus grands, évidemment, ce n'est pas la même chose. Mais lorsque les enfants grandissent, mais il y a des enfants de moins de 3 ans, mais on peut montrer les Kamishibai à des enfants plus grands, aux adultes et même aux personnes âgées, nous venons très souvent dans les maisons de retraite. Et bien sûr, différents contes plaisent à différentes tranches d'âge. Nous avons beaucoup de Kamishibai et avec des contes populaires japonais. Aujourd'hui, nous avons montré des contes qui plaisent à toutes les tranches d'âge. C'est pourquoi je ne vous ai pas parlé d'âge des spectateurs. Est-ce que je vous ai répondu? Oui, mais en partie. En ce qui concerne, par contre, les styles graphiques qui sont développés à travers les Kamishibai, est-ce que vous mettez des spécificités par rapport aux âges auxquels ils sont destinés? Nous ne donnons pas d'instructions ou des consignes concernant le style graphique. Vous supposez que pour les tout petits, il faut que les dessins soient dans certains styles, qu'il devrait y avoir certains styles manières. Est-ce qu'on dessine de manière différente selon la tranche d'âge? Je pense que ce qui est important,
c'est que les dessins sont différents selon ce qu'on dessine pour Kamishibai ou pour un livre illustré. C'est ce que je pense. Lorsqu'on dessine pour créer un Kamishibai, les planches de Kamishibai nous sont montrées qu'une seule fois. On ne peut pas revenir en arrière, alors que lorsque vous feuilletez un album, vous pouvez, si vous voulez, revenir en arrière. Alors qu'avec Kamishibai, il est impossible. On ne revient jamais en arrière lorsque on présente un Kamishibai. Que ce soit l'histoire, que ce soit les dessins, il faut que ce soit compréhensible à une seule lecture, à une seule fois. Il faut bien entendu que l'histoire soit construite d'une façon simple et facilement compréhensible. L'intrigue doit être compréhensible en une seule audition. Est-ce que je suis claire? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Bonjour, je vous remercie pour vos communications de la matinée, de ce début d'après-midi. Donc je me présente à vous, je suis éducatrice de jeunes enfants et formatrice petite enfance. Et je vous parle de ma pratique d'éducatrice en nurserie de milieu carcéral. En fait, je travaille auprès de mères détenues avec leurs enfants. Et c'est dans ce cadre que j'utilise le Kamishibai. Je voulais vous dire combien vous m'avez éclairé, mesdames et madame en particulier, madame de la dernière communication, par rapport aux différences de ce qui se produisait dans les faits livres et les faits Kamishibai. Puisque dans l'utilisation que j'ai pu en faire, qui est toute récente, et qui est donc pleine d'ignorance encore, j'ai remarqué combien en utilisant le Kamishibai, quelque chose de l'ordre de la communion, de l'unité se produisait du côté des mamans détenues qui tenaient leur enfant dans les bras, qui n'ont pas toutes la même langue d'origine, donc c'était très difficile pour moi de chercher un ouvrage. Je ne l'ai pas trouvé, je ne vous cache pas que je l'ai un peu créé. J'ai fait l'histoire sur mon jardin en hiver et j'ai dessiné, enfin trouvé des gens qui ont pu dessiner des choses, reproduit des illustrations. De ce côté-là, j'ai pêché un peu. Je vous confie et bon, j'invite les éditeurs à s'occuper du large éventail des possibles du Kamishibai, parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Ce que je voulais donc témoigner, pour être courte, c'était combien effectivement il y a un effet de communion et quelque chose de l'ordre de l'unité qui se passe dans l'émotion qui est partagée et qui fait que quelque chose se produit. Et c'est produit quelque chose de très touchant à la suite de ça, c'est que les femmes chantaient en fait, dans des langues différentes. Elles chantaient, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas eu envie de se quitter à la fin de la représentation, alors qu'il y a beaucoup d'hostilité entre elles, et elles ont eu envie de chanter des chansons sur les saisons. Voilà, ça c'est pour le témoignage. Ma question maintenant, et là c'est peut-être plus la formatrice, c'est, mais je vous avoue que c'est une question masquée parce que j'ai un peu une idée, en tout cas j'ai une partie de réponse pour ce qui me concerne, je voudrais la confronter à votre avis s'il vous plaît. C'est est-ce que l'approche Kamishibai est faite pour enseigner? Est-ce j'ai beaucoup entendu ce mot, enseigner des valeurs morales, des valeurs humaines, etc., des émotions. Est-ce qu'on peut parler d'éveil selon vous? Et est-ce que le Kamishibai aussi peut accompagner les facultés imaginatives de l'enfant en poésie et très précocement? Oui. Eh bien, moi je ne pense pas qu'avec Kamishibai on enseigne quelque chose. Ce n'est pas cela. Il ne s'agit pas d'inculquer quelque chose, mais c'est plutôt de laisser se développer
la poésie, par exemple. Vous avez parlé de votre expérience dans le milieu carcéral. Ces personnes-là connaissent de très grandes difficultés. Et dans ce cadre-là, laisser justement l'éveil, susciter l'éveil, provoquer l'éveil vers une communion, vers générosité, penser aux autres, tout cela. Puisque le but de Kamishibai, c'est de faire quelque chose ensemble, partager quelque chose ensemble. On n'est pas seul pour faire une expérience individuelle. Et nous ne faisons pas cela d'un point de vue pédagogique ou didactique, ce n'est pas cela. Nous sommes là, conteurs, récitants, pour partager quelque chose avec le public. Je crois que c'est cette attitude-là que nous avons lorsque nous faisons une représentation. Et je voudrais ajouter également quelque chose. Je prends un exemple. Je ne pense pas enseigner quelque chose lorsque je compte. C'est plutôt aux enfants de découvrir quelque chose en participant à la représentation. C'est sans doute la même chose lorsqu'on écrit un album illustré, mais je crois que ce qui est important, c'est que l'enfant découvre, les enfants découvrent eux-mêmes quelque chose. Vous connaissez la fable. Pardon. Il y a une histoire d'un petit enfant qui ne sait pas s'habiller tout seul. Il y a des animaux qui viennent l'aider pour mettre des chaussettes, et puis pour mettre le maillot, etc. C'est une histoire très humoristique. Le petit garçon qui s'appelle Sabtian, qui n'arrive pas comment s'habiller tout seul, mais les enfants participent à ce Sabtian qui apprend peu à peu, grâce à ses amis animaux, à se vêtir tout seul. Tout cela en s'amusant. Et je crois que c'est ça que nous cherchons. Personnellement, je pense que Kamishibai c'est quelque chose entre le récitant et le public. Le récitant exprime quelque chose avec le texte et avec les dessins. Bien entendu, le dessin lui-même représente quelque chose, des sentiments, mais tout cela est transmis par le récitant et par les dessins au public. Et le public partage tout cela. Donc il y a des échanges entre le public et le récitant. Donc ce n'est pas un enseignement unique. Il y a un dialogue, un échange, interactivité, et le récitant raconte avec cœur. C'est une sensibilité, une émotion qu'il essaie de transmettre et de partager avec le public. Édouard Martin, un petit peu artiste. Je me pose des questions sur le côté matériel. Vous avez insisté énormément sur la forme. Vous avez insisté aussi sur le fait qu'il y avait des instants dans la présentation, des images qui sont faites l'une après l'autre, que c'était très important. Que se passe-t-il entre deux images ? En yoga, on dit l'éternité entre deux respirations.
Cet instant a beaucoup de sens, je pense. Par exemple, ça peut être avant le développement suivant, l'instant où on va retirer la planche, par exemple dans l'histoire du canard, au moment où le canard va voir le roi. Ensuite, on a une planche rouge comme ça. Donc, cette couleur, la forme de la planche, la couleur de la planche, c'est partie aussi, je pense, de cet instant. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'instant auquel on va glisser la planche est important, mais cet instant jusqu'à l'apparition de la planche suivante est l'instant où on va pouvoir surprendre son spectateur, où on va pouvoir vraiment toucher le cœur du spectateur. Je crois que cet instant est vraiment un moment où on va aller toucher le cœur du spectateur. On va le calmer, le toucher, l'émouvoir. Je crois que cet instant est comme ça. C'est ce que je ressens moi-même. On dit souvent « ma » en japonais, l'instant. Ce « ma », c'est quelque chose... Vraiment, c'est un petit instant, une interstice, mais le sens du ma ici est vraiment le passage, reflète l'importance du passage vers l'étape suivante. Je n'arrive pas à l'expliquer très bien, mais c'est ce que je ressens. Est-ce que ça vous convient comme explication ? Dernière question. Maybe I ask Natasha to translate, or is there an English translation? No? May I place my question in English, because I'm not proficient enough in Japanese or French. I can translate into French for you, but... Maybe Natasha-san? Okay. So my question is, does the Kamishibai stage size and size of Kamishibai cards, is that unified in Japan to the 34.5 centimeters to 41.5 centimeters? And how did you manage, or did you manage to unify all Kamishibai from all sources to this one format? Because in Europe, I still have the feeling that we have many different sizes and shapes of Kamishibai, and I think to make the Kamishibai technique and medium available to the public and popular among educators and performers and the audience, it would help to use one format in order to make it possible to use stages with the products of different publishing houses. Because we can't convince a kindergarten teacher to buy 3. We can't convince a kindergarten teacher to buy 3 stages. Je vais vous répondre. Chez Doshinsha, nous avons donc un format B que l'on va diviser en 4 et de manière à ce que l'imprimerie se fasse dans la meilleure sorte, on utilise ce format-là. C'est donc notre décision à sens unique, on a décidé de prendre ce format et le bouteille est adapté à ce format. Au Japon, il y a différentes maisons qui publient des kamishibai, il n'y a pas d'unification des tailles. Les albums illustrés également ont beaucoup de formats différents et pour le kamishibai, eh bien, en gros, le format ressemble, il est assez proche, mais c'est vrai que selon les maisons d'édition, eh bien, il y a des petites différences de quelques millimètres. C'est la réalité du marché aujourd'hui. C'est vrai que si l'on pouvait unifier tout cela, eh bien, dans un bouteille, on pourrait utiliser n'importe quelle planche
Mais à vrai dire, ce n'est pas le cas au Japon non plus aujourd'hui. Donc selon les maisons d'édition, les tailles sont très légèrement différentes aujourd'hui. Aujourd'hui, au Japon, il y a en gros deux entreprises, deux maisons qui publient les kamishibai, et entre ces deux maisons, eh bien, il y a des différences de taille. Elles sont légèrement différentes. Ça se ressemble, mais bon, il y a une petite différence. Et dans nos bouteilles, on peut toujours utiliser les kamishibai des autres maisons d'édition. Donc elles sont interchangeables. Ça ne pose pas de gros problèmes, je pense, pour les maternelles, les crèches qui utilisent les kamishibai. Le kamishibai en France, l'expérience de bagnole. Voilà, donc c'est en anglais, c'est pas en français. Donc comme là on vient de parler beaucoup, je vais commencer par vous faire partager une histoire de... Ben, vous allez voir. Le chef cuisinier est de Mauvais Poil, écrit et illustré par Noriko Matsu. C'est ennuyeux, ça. Le chef cuisinier est de Mauvais Poil. Sa moustache se hérisse, sa bouche se tord. C'est vraiment très ennuyeux. Allons, chef, souriez! Allez! Oh là là, ça va de mal en pis. Que peut-on faire pour vous dérider? Oh mon Dieu, il n'y a rien à faire. Mais qu'est-ce qui pourrait bien vous changer d'humeur? Hein? Qu'est-ce qui pourrait vous changer d'humeur? Alors là, c'est carrément contrariant. Alors, chef, vous ne voulez pas faire un effort? Un petit effort? Bon, il y en a marre. Ah, le chef a disparu. Et où est-il passé? Il n'est pas quelque part à côté de vous? Regardez. Non. Cherchez voir un peu. Mais où est-il? Il est peut-être caché dans cette boîte. On va voir. Ah! Le voilà. Chef, ça va bien? Il boude encore. Comment faire? Bien. Écoutez, je propose qu'on lui dise tous ensemble, chef, retournez-vous. D'accord? Oui. Pas entendu là? Oui. Alors, attention, on va faire 1, 2, 3, et vous dites, chef, retournez-vous. Bien fort, hein, parce qu'il faut l'aider. Alors, attention. 1, 2, 3, chef, retournez-vous. Ah, ça va mieux. Le chef a retrouvé sa bonne humeur. Il va pouvoir nous préparer quelque chose de bon. Chef, vous nous préparez quelque chose?
Ouh, ça sent très bon. Quelle délicieuse odeur. Ça embaume toute la pièce. Vous sentez? Oui. Qu'est-ce que ça sent? Mais que fabrique-t-il maintenant? Regardons discrètement ce qu'il y a dans la casserole. Et on touille, et on touille, et on tourne. Et on tourne, et on tourne, et on tourne. Et on touille, et on touille, et on touille, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Attention. C'est prêt. Une méga sucette. Comme ça a l'air bon. Oui, mais une grosse sucette pour tous. Franchement, c'est pas pratique à manger. Dites, chef, vous ne pourriez pas nous en faire plusieurs petites, si possible? Regardez. Regardez toutes les sucettes qu'il a faites. Il y en aura certainement pour tout le monde. Et cette rouge-là, elle est à quoi? Grenadine. Et la verte, elle est à quoi? Et la jaune? Citron. Quelle couleur voulez-vous? Qui en veut? Jaune. On va donner une à Madame Saka. On va donner une jaune à Edson. Et puis voilà, j'en donne à tous. Voilà. Oui, les filles, là-bas, qui ont bien travaillé. L'équipe de la petite bibliothèque qui a fait un travail remarquable. Moi, je vais en prendre une aussi. C'est bon, n'est-ce pas? Oui. Oh zut. Et le chef? Oh. Ah, ça ira. Et le chef? On l'a oublié? Chef? Ah, le chef aussi aime les sucettes. Tant mieux. Ça va pour le chef, ça va pour tout le monde. Le chef était de mauvais poil, et le voilà tout guilleré. De l'expérience de Bagneux à côté du chef, parce que ça sent bon en plus, les sucettes. C'est une taille. Voilà. Donc je vais donner pour ceux qui ne connaissent pas du tout, qui n'ont pas encore lu dans le nombreux bulletins d'ICAJA cette expérience, un petit rappel historique, et après je voudrais vous parler de la réception du Kamishibai par les petits Français, de la façon dont se déroulent les séances avec eux. Donc, je le disais en ouverture, c'est en octobre 2002 que j'ai rencontré, je parle doucement pour la traduction, je pense, que j'ai rencontré pour la première fois l'association ICAJA grâce à Geneviève Pat et découvert l'univers du Kamishibai. Par l'intermédiaire de l'association Laissez-les lire, tu te rappelles Geneviève, nous avons organisé cette première, c'était même la première manifestation de notre petite association, c'était donc cette formation à l'attention des bibliothécaires français autour du Kamishibai, et il y avait déjà des personnes qui sont ici aujourd'hui, qui étaient présentes en 2002.
Alors, nous avons organisé cette formation. L'association ICAJA nous a fait le grand plaisir et l'honneur d'accepter notre invitation et a assuré donc une formation toujours de grande qualité. Pendant ces 3 jours, nous reçûmes pas loin de 200 bibliothécaires et Geneviève organisa une rencontre avec les étudiants de l'école Estienne, qui est l'école supérieure des arts et industries graphiques de Paris. À cette époque, moi, je ne connaissais pas le kamishibai, ou plutôt je le connaissais mal, je le connaissais à travers les livres qui avaient été édités par Gallimard dans les années 70, qui étaient des livres dont on disait livre théâtre, kamishibai, voilà, c'était l'idée que je m'en faisais, et bien sûr, dès que la formation a commencé, j'ai compris à quel point j'avais tort, et à quel point ces livres n'étaient pas du tout des kamishibai, à savoir des œuvres spécifiques réalisées en fonction d'une performance, d'une représentation dans un butai. Je découvrais également au fil des communications l'immense générosité des participants japonais. Pour les membres d'ICAJA, le kamishibai est un chemin possible d'apprentissage du vivre ensemble, un chemin vers la fraternité et la paix. C'est ce même chemin que j'ai souhaité partager avec eux. Donc cette première rencontre avec mesdames Sakai, Nosaka, Matsui, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, et les autres membres d'ICAJA, fut très importante pour moi. J'ai tout de suite été séduite par ce support, ce kamishibai, et d'ailleurs je n'étais pas la seule parce que tous les participants du stage ont voulu immédiatement pratiquer cette animation pour les enfants. Mais pour cela, il était indispensable de posséder des œuvres de kamishibai traduites en français. ICAJA avait déjà choisi une douzaine de kamishibai voilà, qui correspondaient en contenu au message que l'association voulait faire passer. Mais il fallait pouvoir les diffuser en France, et nous avions à l'époque l'espoir d'intéresser des éditeurs, mais aussi des artistes et des écrivains français. Donc plusieurs réunions, plusieurs rencontres plutôt ont eu lieu avec des éditeurs français, que ce soit avec Madame Sakai, Madame Nosaka, afin d'envisager des collaborations avec Doshinsha, la maison d'édition, et ICAJA, mais rien n'en est vraiment sorti de concret. Les éditeurs qu'on a rencontrés avaient vraiment le désir de s'impliquer, mais manquaient de temps, manquaient de personnel, n'étaient pas spécialisés, ou alors c'était des grosses structures, comme le Seuil, et tout devenait très très compliqué. Donc finalement, c'est grâce à la librairie parisienne Junku que les kamishibai traduits en français ont pu enfin être disponibles à l'achat, ainsi d'ailleurs que les petits castelets et les bouteilles. Voilà. Et il y en a maintenant une trentaine à Etsuko. Hein, voilà. Donc après cette formation, les participants étaient très enthousiastes, ils voulaient vraiment organiser des représentations de kamishibai dans leur structure, et donc cette formation, est-ce que c'est la même formation ou est-ce que déjà je suis partie ailleurs? Je suis partie ailleurs, voilà. Oui, parce que ça m'étonnait, ça ne correspondait pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Donc, afin de développer, ils me connaissent mes amis japonais, afin de développer la pratique du kamishibai à Bagneux, donc nous avons organisé, avec la médiathèque en avril 2006, une formation, toujours avec ICAJA, qui cette fois-ci était destinée à tous les personnels en lien avec la petite enfance. Alors, en France, ces structures sont les crèches qui accueillent les enfants de 10 semaines à 3 ans dans la journée. À Bagneux, on appelle ça aussi des structures multi-accueil qui, elles, reçoivent des enfants de 15 mois à 4 ans.
dans la journée, en priorité les enfants qui ne sont pas scolarisés. Nous avions aussi des représentants des PMI, qui sont les centres de protection maternelle et infantile, qui accueillent essentiellement les enfants pour des visites médicales, mais qui organisent aussi des accueils-jeux, quelques heures par semaine. Nous avions aussi des assistantes maternelles, donc qui sont des personnes agréées et suivies par les fameuses PMI et qui gardent des petits-enfants à leur domicile. Nous avions également des animateurs des centres d'accueil périscolaire, c'est-à-dire des personnes qui, le matin, dans les maternelles, accueillent les enfants à partir de 7h30 jusqu'à l'école, et puis le soir, après la classe, jusqu'à 18h30. Des animateurs de centres de loisirs qui reçoivent les enfants pendant les périodes scolaires. Et puis, bien sûr, mes collègues de la médiathèque qui accueillent les enfants de 10 semaines à 14 ans pour emprunter des livres ou assister à des animations. Donc, toutes ces personnes ont pu bénéficier d'une formation au Kamishibai. Et là, je retrouve ma bonne page. Ils étaient très enthousiastes et donc ils ont voulu organiser tout de suite des séances de Kamishibai. C'est pourquoi nous, à la bibliothèque, nous avons créé un fonds de Kamishibai qui sont prêtés, et des butailles aussi, Marianne, ma collègue qui s'en occupe, voilà, et des butailles qui sont prêtées aux structures qui le souhaitent et qui empruntent aussi des Kamishibai pour les représenter devant les enfants. Voilà. Après 2006, j'ai refait d'autres formations à destination des personnels de la petite enfance qui bougent beaucoup, et je pense que ce n'est pas fini, mais aussi à la demande de l'éducation nationale, j'ai été amenée à faire des formations pour les professeurs d'école maternelle et primaire de la ville de Bagneux et de son département des Hauts-de-Seine. Voilà. Nous avons aussi à la bibliothèque organisé des séances de Kamishibai le mercredi après-midi. Voilà. Nous avons reçu plusieurs centaines d'enfants, mais il n'y a pas encore sur le marché, alors ça va venir, mais assez, en tout cas il n'y en avait pas de Kamishibai pour pouvoir poursuivre longuement le fait par exemple de recevoir des enfants toutes les semaines, parce qu'on ne peut pas leur présenter, il faut leur présenter à chaque fois 3 à 4 Kamishibai, on ne peut pas leur présenter les mêmes voilà, de façon permanente. Alors une expérience fut aussi tentée dans une école. Les enseignantes de 2 classes de CM2 qui avaient assisté à l'une des formations que j'avais faites. Alors CM2, c'est le cours moyen 2, c'est la dernière classe de l'école primaire avant le collège. Voilà. Ah. Donc décidèrent de se lancer dans la fabrication d'un Kamishibai. Une fois leur travail fini, j'ai reçu ces 2 classes à la médiathèque, je leur ai lu plusieurs Kamishibai, et eux, en échange, m'ont fait partager le Kamishibai qu'ils avaient réalisé, pour que je leur donne mon avis. Je dois dire que j'ai eu un avis assez dur. Voilà, parce qu'il est très difficile de réaliser un bon Kamishibai, et évidemment les enfants n'y étaient pas parvenus. Les planches étaient trop chargées, mal mises en couleur, sans aplat. Les 2 histoires étaient beaucoup trop longues, mal adaptées au Kamishibai. Donc les enfants étaient un petit peu déçus, ils m'ont écouté, ils ont retravaillé et c'était toujours aussi mauvais. Et j'ai pensé que cette idée était une très mauvaise idée parce que il est très difficile de réaliser un Kamishibai si on n'en maîtrise pas totalement l'esprit et la technique et les contraintes très très particulières qui ont été évoquées ce matin. Et d'ailleurs, je me souviens que Madame Noriko Matsui m'a dit, il y a quelques années à Tokyo, qu'elle arrêtait le Kamishibai parce que ça lui prenait vraiment trop d'énergie et trop de temps,
et que maintenant elle allait reprendre les albums pour enfants. Je ne sais pas si elle l'a fait, si elle s'est laissée reséduire par le kamishibai, mais elle trouve ça, enfin, elle me disait que c'était excessivement difficile de faire un kamishibai et que ça prenait beaucoup de temps. Alors justement, comment nos petits-enfants qui habitent en France reçoivent ce kamishibai qu'on leur présente, alors que, à la différence des petits japonais qui sont habitués et j'ai pu le voir au Japon, en participant moi-même à une représentation, ils sont très très habitués, ils arrivent, ils s'assoient, et puis bon, ils connaissent bien le système du kamishibai. C'est pas le cas des petits enfants qui vivent en France. Donc, comme cela vient d'être expliqué, je ne vais pas y revenir, beaucoup en tout cas, le kamishibai se différencie du livre, car il n'est pas fait pour entretenir une relation intime entre l'œuvre et son lecteur, mais une relation de groupe. Première surprise pour les enfants qui se demandent si c'est Guignol, ce qui va se passer, ils ont l'habitude des conteurs, là il y a une image entre deux, voilà, donc ils connaissent le livre, là ils voient qu'en dehors de la taille, comme pour le livre, il n'y a pas de marge, et il n'y a pas surtout de rapport visuel entre l'image et le texte, puisque ce dernier figure derrière la planche. En revanche, l'artiste va tenir compte d'une... L'artiste et le lecteur et le petit enfant ou la personne spectateur vont devoir pour les uns tenir compte et pour les autres découvrir une donnée tout à fait nouvelle qui est celle du mouvement. Le kamishibai est un support lié au mouvement. Et ça me semble extrêmement important parce que c'est, vous avez vu, j'ai présenté exprès le cuisinier de mauvais poil. Vous avez vu qu'il y a des mouvements que Noriko elle-même a inscrits derrière. Il y a des mouvements, on saccade, enfin il y a plein de façons, on l'a vu, de tirer les planches. Eh bien, en ça, le kamishibai est comme une partition musique, où on a les mouvements qui vont rythmer la musique. Et donc, le fait que le kamishibai soit le support du mouvement, même si ce n'est pas uniquement, mais du mouvement, d'un rythme, avec des indications, est à la fois quelque chose de très nouveau, parce que le mouvement, on le connaît par l'image. Tu parlais, Etsuko, des rouleaux. Effectivement, et là, les rouleaux, on les retrouve dans le défilement d'Internet, donc ça, les enfants sont familiers avec les images qui défilent, les enfants sont familiers avec les images qui défilent dans la télévision, mais là, on a un mouvement qui est particulier, une partition derrière qui va accompagner ce mouvement, et c'est pour nous, en tout cas, occidentaux, l'élément le plus caractéristique du kamishibai. D'ailleurs, bon, je ne vais pas y revenir, mais vous avez vu dans le vrai père, ce mouvement est tellement présent que des artistes, et là je pense que vous vous souvenez du vrai père ce matin, hein, Seiichi Tabata, qui est pour moi un artiste, un formidable artiste de kamishibai. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand il y a la transformation, le mouvement lui-même accompagne l'histoire, et on a même dans la petite vague du Butai, à un moment donné, on voit juste un oiseau. C'est-à-dire qu'il travaille véritablement son œuvre pour qu'elle soit lisible de multiples façons, presque je dirais, ou jusqu'au bout, en fonction de la forme du Butai, et je pense que c'est un énorme artiste de kamishibai. Voilà.
Alors, voilà, surpris par la forme. Le contenu des histoires. Bon, alors, le contenu des histoires, là, les histoires qui étaient lues étaient des histoires choisies par l'association ICAJA, c'est-à-dire des histoires qui sont à la fois singulières mais universelles, qu'on peut lire au Vietnam, en France, en Suisse, en Allemagne, voilà. Et donc, ce sont quand même des histoires qui, dans l'esprit d'ICAJA, enfin, de par la volonté, je vais dire, d'ICAJA, défendent des valeurs de solidarité, d'amitié, de sagesse, sans jamais être démonstrative. Voilà la deuxième caractéristique, la deuxième chose qui nous sépare l'Asie et l'Occident. C'est-à-dire que nous avons hérité d'une littérature pour la jeunesse qui est une littérature moraliste. Hein. Les moralités des contes de Perrault, déjà au XVIIe siècle, mais au XIXe, quand la littérature pour la jeunesse se met en place, et où l'on voit pour l'instruction et l'éducation, etc., non seulement elle affirme ce qu'elle est, c'est-à-dire elle est là pour éduquer, pour instruire, mais aussi elle affirme dans son texte même, elle inclut dans son texte même de la moralité. Hein. On va éduquer les enfants. On est en Asie dans une autre posture, complètement. Hein. Comme on l'est pour le moi et le nous, d'ailleurs, pour l'ego et l'extérieur. On est dans une autre posture et culturellement, parce que j'ai pu aussi le constater dans le rapport aux divinités, par exemple, qui est extrêmement différent en France et au Japon. Il y a à la fois une distance qui est mise, et à la fois les choses sont dites sans chercher à enseigner, sans chercher à démontrer. C'est-à-dire que ce que ressent l'enfant, ce que vont ressentir les personnes, je ne dis pas l'enfant parce que n'importe lequel des kamishibai qui ont été présentés chez nous de 2 ans à 80. Donc, mais j'ai bien aimé d'ailleurs cette notion de communion que j'ai complètement ressentie à chaque fois, parce que justement les auditeurs sont libres. Voilà. On ne cherche pas à leur donner quelque chose, ce n'est pas l'objectif. Par contre, c'est la conséquence. Voilà. Ils ressentent des choses, mais l'histoire, elle, ne les pose pas. Et ça, c'est une grosse différence, parce que la grande majorité de notre littérature enfantine pleurniche, rentre dans le pathos, voilà, mémé a le sida, papa est parti avec un monsieur, grand-mère boit, etc. Voilà. C'est-à-dire qu'on donne des leçons, on essaie... Il n'y a aucune distance, on essaie de montrer des réalités en pensant que la réalité va avoir du poids, alors que ce qui a du poids, c'est évidemment le détour symbolique. Et que les enfants, puisqu'on parle d'eux, ne sont pas stupides et entendent les choses, mais on leur laisse la liberté de les comprendre à leur niveau. Chacun va comprendre ce qu'il veut comprendre et en tout cas va partager avec les autres. Et ça, je pense que pour moi, ce sont les deux différences. Le mouvement et d'un côté et de l'autre, cette distance, ce fait qui est posé sans vouloir être absolument démontré, sans vouloir donner des leçons, parce que nous, en Occident, nous sommes pas mal donneurs de leçons, mais c'est aussi notre héritage gréco-latin pour une grande partie, bien entendu. C'est bien ce que je dis, absolument pas ce que je dis. Alors, autre chose qui marche très très bien avec les enfants, les kamishibai participatifs, les enfants sont habitués, alors là pour le coup,
en Asie comme en Occident, en Orient comme en Occident, à la magie et aux formules magiques. Et donc, ça fonctionne bien parce qu'ils ont le sentiment de détenir la formule magique. Gros, gros, encore plus gros, et immédiatement, cette formule magique que déjà petits, ils ont dans la comptine, dans les Amstramgram, piqué, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais quelque part, c'est mystérieux, donc c'est magique. Donc ça fonctionne vraiment très bien. Alors, au niveau du déroulement d'une séance de Kamishibai, l'association Ikaja donne un certain nombre de directives quant à l'exécution d'une représentation de Kamishibai. Donc c'est vrai que cette mise en scène qu'on nous propose, dans un premier temps, elle va nous surprendre. Enfin, moi, je me suis posé des questions au départ. Je me suis dit, ouais, la taille, le truc, le machin noir, rien derrière, bon. De fait, nous, et ça c'est encore une différence fondamentale entre le livre et le Kamishibai, nous nous posons rarement la question de notre environnement quand nous lisons un livre à des enfants. Nous ne nous attachons pas plus à la façon dont nous sommes placés, à la manière dont on va ouvrir, fermer le livre, tourner les pages. Tout ça nous semble, comme nous sommes lecteurs nous-mêmes, tout ça nous semble aller de soi et donc on ne se pose pas les questions. Alors on pourrait penser que la mise en scène Kamishibai est vraiment liée à la culture japonaise et qu'elle est inutile pour les petits Européens qui ne partagent pas les mêmes codes. Mais juger ces recommandations inutiles ou secondaires serait une grave erreur. Pour s'en convaincre, il suffit de faire l'expérience. Moi, je fais ça quand je fais des stages. Avec les stagiaires, je le fais. C'est-à-dire, je dis, bon, alors maintenant, voilà, on va faire une représentation de Kamishibai devant un mur et on va mettre des posters sur ce mur. Allez, on y va. Alors, évidemment, tout le monde râle en disant, non, mais ça va pas, non, on est attiré. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffit à chaque fois de faire l'expérience inverse, en se mettant soi-même spectateur avec les autres, pour s'apercevoir que, eh ben oui, ces recommandations, ce rituel fonctionne. Et encore une fois, le phrase magique, rituel magique, et on va le voir, boîte magique. Alors, voilà, boîte magique justement. C'est la même chose pour le petit rituel d'ouverture et de fermeture. Il est très important ce rituel. Et ce rituel, on le retrouve dans les formules d'ouverture et de fermeture de nombreux contes. Il était une fois, et l'histoire va commencer, cric-crac, et le conte est fini. Et c'est la même chose. On ouvre, ça fonctionne comme un protocole. J'ouvre le chemin de l'histoire, je ferme le chemin de l'histoire. Et d'ailleurs, nous disions tout à l'heure avec Olivier en off que les petits-enfants que nous avions devant nous, effectivement, attendent la fermeture pour applaudir. Voilà, l'histoire, on ferme, et là, ils applaudissent. Voilà. Ah, ça marche plus. Test, test. Merci. Voilà, ça doit partir. Bon, je ne sais plus où j'en étais. Alors, ce petit rituel, oui, de fermeture et d'ouverture fonctionne vraiment très bien. Et je vous disais, les enfants sont habitués, avec les conteurs, à rentrer dans une histoire et à sortir d'une histoire. Et nos amis d'Ikaja insistaient sur le fait que l'histoire va dans la salle, mais c'est vrai qu'aussi on referme et l'histoire, on la remet à l'intérieur. Et les enfants le ressentent très très bien, ça. Ils le ressentent très bien parce que quand c'est fini, quand la séance est terminée, ou les séances sont terminées, ils viennent tous autour du butai, ce qui est une sorte de boîte magique
et pour voir comment c'est fait derrière et ce qu'il y a à l'intérieur. Et ils se bagarrent pour... enfin, se bagarrent. Ils veulent tous, madame, je peux le porter, comme si tout d'un coup, le fait de toucher la boîte à histoire, c'était quelque chose de très important, parce que cette boîte magique, eh ben oui, elle s'ouvre sur un monde qui est un monde merveilleux qu'elle va laisser s'échapper et qu'elle va ensuite refermer. Et du coup, ça c'est tout à fait compris par les enfants qui presque iraient chercher à l'intérieur, comme dans un coffre mystérieux, pour voir où se trouvent les histoires. Donc vous l'avez compris, je suis absolument convaincue de l'importance des règles et du rituel qui accompagne une représentation de Kamishibai. J'en ai fait maintes fois l'expérience devant les enfants et j'ai pu constater ce phénomène étrange, parce que je ne m'y attendais pas. D'abord d'enfants assez grands, une soixantaine d'enfants de 10 ans, 11 ans, etc., complètement estomaqués devant ces histoires. Et puis, on ressent effectivement, surtout avec les Kamishibai participatifs, une communion des enfants, quelque chose qu'ils font ensemble, voilà, quelque chose qui se passe, et ils sont vraiment toujours très très contents quand ils ressortent. Alors, je respecte effectivement ce rituel. Alors, il y a une chose que je ne respecte pas, c'est la traduction. Voilà. Je pense que les traductions françaises, forcément, sont des traductions faites un peu, voilà, on a un texte japonais, on traduit un texte français, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail particulier de changement, je veux dire, au niveau d'un texte à l'autre. Or, je pense que le langage est important. Alors, je ne fais pas de grosses modifications, bien entendu, mais il m'arrive, d'ailleurs, ça a été le cas là, vous n'étiez pas derrière, mais il m'arrive de supprimer une phrase dont je pense qu'elle casse le rythme de la parole. Il m'arrive de modifier un mot. Des fois, dans certains Kamishibai, il m'arrive de faire rimer des mots, c'est-à-dire de jouer aussi sur les consonances pour rythmer cette histoire, parce que je suis convaincue que nous sommes, je l'ai dit et je le redis, dans un support de mouvement, et que ce support de mouvement, il a besoin d'un langage qui, lui aussi, soit un langage plus ou moins rythmé. Et que si des phrases arrivent et cassent ce rythme, moi, je ne dis pas que c'est tout le monde et qu'il faut faire comme ça, mais moi, je me sens mal à l'aise si je ne fais pas comme ça. Voilà. Par ailleurs, c'est vrai que nos enfants en France sont habitués à entendre des conteurs depuis longtemps. Il y a des heures du conte dans les bibliothèques, etc. Et que les conteurs, voilà, on travaille sur une parole aussi, et sur une façon de parler, comme des comédiens des fois, il y a un travail qui est fait dans le langage et la façon de le porter. Voilà, alors je ne change pas ma voix, bien entendu, je la module beaucoup, et d'ailleurs, j'avais créé un petit effet de surprise à Tokyo en représentant le rouga canard. Hein, vous vous rappelez, coupez-lui la tête. Voilà, donc je n'hésite. Alors j'avais étonné les membres d'Ikaja, étonné, pas choqué. Ils m'ont bien accepté maintenant, alors voilà. Voilà, donc par contre, j'évite, quand je procède à des petites adaptations de forme, j'évite absolument de commenter, je ne rajoute rien. C'est-à-dire qu'il faut éviter de commenter les attitudes des personnages, parce que sinon on retombe dans notre pathos gréco-romain, les deux pieds dedans, et on refait du moi-je égaux, oh là là, ça va mal, il pleure, etc. Non. Donc je ne commente pas ni leurs sentiments,
ni leurs attitudes, c'est-à-dire que je fais des petites modifications de forme, mais jamais de modifications sémantiques. Voilà, pour terminer, bien, je peux vous assurer que tous les enfants que j'ai reçus, des fois par groupe de 50 ou de 60, se sont montrés à la fois très participatifs lorsqu'ils étaient sollicités, mais aussi très attentifs, très sages même. Ces enfants de la télévision, de l'Internet, des jeux vidéo, ces enfants d'un monde où tout se passe de plus en plus vite, ont été séduits, charmés par ces planches de papier qui défilent lentement dans un petit théâtre de bois pour raconter une histoire. C'est pourquoi je souhaite, pour finir, qu'ils soient toujours plus nombreux à pouvoir profiter de cette expérience vivifiante et que nous puissions bénéficier de plus en plus de Kamishibai à leur faire partager. Je vous remercie.